Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir proposé avec l'IREMO d'organiser cette rencontre. L'IREMO qui est l'Institut de recherche et d'études Méditerranée Moyen-Orient, donc comme son nom l'indique, qui s'intéresse à ce qui se passe dans l'ensemble de ce monde arabe. Nous travaillons évidemment sur tous les sujets d'actualité et c'est vrai que d'avoir cette rencontre avec l'Institut des cultures de l'islam nous a paru être une évidence absolue pour parler d'un sujet qui est un sujet contemporain, politique, très politique, et on va le voir avec Nour qui est ici présente à côté de moi. Donc normalement, je voulais commencer l'intervention avec celle de Joseph Bahrout qui doit arriver, mais qui a un petit retard. Joseph Bahrout qui est chercheur, qui est un politologue, qui est chercheur non résident sur le programme Moyen-Orient à Carnegie Endowment à Washington, qui vient de passer plusieurs années à Washington et qui maintenant est à nouveau à Paris, et qui donc en tant que politologue doit dresser un paysage, une analyse de la situation politique au Liban pour aborder cette question plus particulière du multiconfessionnalisme et du renouveau politique. Peut-on parler aujourd'hui de renouveau politique au Liban ? Et on va essayer d'en parler avec Nour Kilzi, qui est là présente, elle, qui est diplômée en droit à l'université libanaise et également à Paris 1, et qui fait sa thèse actuellement ici à Paris, et qui a surtout la particularité d'être membre d'un nouveau mouvement qui existe au Liban depuis peu, qui s'appelle Mouatinoun Mouatinat Fidaoula, citoyens et citoyennes dans un État. Déjà, ce terme, cette expression, je pense que il faudra peut-être l'expliquer, puisque ce n'est pas forcément une appellation très facile à comprendre dans le cadre libanais, mais justement l'intérêt de ce mouvement, et c'est la raison pour laquelle on souhaitait, dans le cadre de cette discussion sur le multiconfessionnalisme et le renouveau politique, de faire intervenir Nour, qui est membre de ce mouvement, parce que ce mouvement aspire à un État, d'abord avant tout à un État. Et quand on parle de la situation politique au Liban, parler d'un État, c'est pas du tout évident, puisque comme vous le savez peut-être pour ceux qui connaissent un peu le Liban, l'État n'existe pas véritablement au Liban. En tous les cas, c'est un État qui ne fonctionne pas, puisque le système politique est un système politique qui repose sur cette répartition confessionnelle, puisque le président de la République doit être un maronite, le président du Parlement un chiite et le Premier ministre un sunnite. C'est donc un système politique tout à fait particulier, et ce mouvement dont je viens de parler, Mouatinoun Mouatinat Fidaoula, a cette particularité de vouloir, d'aspirer à un État laïque, démocratique, juste et efficace, pour reprendre la terminologie avec laquelle il se définit. Et surtout, l'idée de ce mouvement, c'est de ne pas être un mouvement confessionnel, et donc il s'inscrit vraiment en marge, de façon complètement radicale, de façon différente par rapport au système politique en vigueur actuellement au Liban. C'est un mouvement qui a participé aux dernières élections législatives qui se sont tenues il n'y a pas très longtemps, il y a un peu moins d'un an maintenant, alors qu'il n'a pas obtenu des résultats à la hauteur de ses espérances, puisqu'il a eu un député à travers une coalition qui s'est présentée. Mais il y a eu quand même un intérêt, en tous les cas, pour les idées défendues par ce mouvement. Et puisqu'on parle de renouveau politique, il me semble que c'est effectivement important, du coup, d'en savoir un peu plus sur ce que c'est ce renouveau politique. Est-ce que ça peut apporter quelque chose et comment ? Alors, le nombre de députés, comme vous le savez peut-être au Liban, est au nombre de 128 et qui est réparti à égalité entre les chrétiens et les musulmans. Et après, à l'intérieur de ces deux grandes catégories, si je puis dire, chaque confession a une représentation politique. Donc vous voyez bien que tout le système dont on parle repose sur cette répartition confessionnelle. Et lorsqu'il y a des postes à attribuer dans tel ou tel domaine, il y a toujours cette idée d'avoir cette répartition pour que chaque communauté puisse se retrouver avec une incidence évidente, c'est que c'est un État qui a du mal à fonctionner, puisqu'il faut à chaque fois trouver un consensus entre les différentes communautés. Il s'agit vraiment de discussion, presque de marchandage entre les différentes communautés dès qu'il y a un poste qui se libère, pour
pour savoir que si je donne ce poste à telle communauté, ça peut avoir telle incidence. Et donc ce sont des négociations en permanence, et ces négociations finalement empêchent d'une certaine manière l'État de fonctionner, puisqu'il faut en permanence passer des compromis. Et si vous passez en permanence des compromis, et ben ça peut, dans bien des cas, vous bloquer et empêcher finalement le fonctionnement de cet État. D'où cette proposition de cette nouvelle offre, d'essayer de sortir de cette répartition, de cette logique, parce qu'il s'agit vraiment d'une logique confessionnelle. Est-ce que c'est possible? C'est la grande question. C'est difficile parce que le système étant constitué de la sorte, apporter un changement à ce fonctionnement-là, vous imaginez bien que c'est un travail de longue haleine qui ne va pas se passer du jour au lendemain. Mais il y a quand même cette volonté d'essayer, en tous les cas, pour des mouvements qui avaient commencé d'ailleurs avec le mouvement des ordures. Vous vous souvenez peut-être quand il y a eu ce mouvement à Beyrouth en particulier, mais pas que, où le système des ordures ne fonctionnait plus, elles n'étaient plus ramassées puisqu'il n'y avait pas eu d'accord justement entre les différentes factions politiques pour savoir comment gérer ce dossier extrêmement sensible. Et il y a eu des mouvements de la société civile qui ont commencé à s'organiser pour exprimer leur désarroi face à cette incapacité de l'État à pouvoir assumer une des fonctions premières d'un État, qui est de ramasser les ordures, avec tout ce que ça implique d'incapacité de l'État à assumer ses fonctions primaires et indispensables pour le bien-être de la population. Et donc il y a eu une première mise en œuvre de cette société civile qui s'est emparée de ce sujet pour montrer les déficiences de cet État et qui revendique un autre mode de fonctionnement. Donc il y a eu cette émergence de cette société civile et qui a continué à essayer de s'exprimer dans le cadre de ces élections législatives dont je viens de parler, qui se sont déroulées l'année dernière. Mais ces élections ont reconduit le système confessionnel tel qu'il existe pour l'instant en tous les cas. Mais il y a une petite voix différente qui a commencé à se faire entendre à travers ces mouvements de la société civile et à travers quelques mouvements qu'on a vus et qui ont essayé d'être présents sur cette scène avec un handicap majeur, c'est qu'ils ne bénéficient pas des mêmes moyens financiers que les partis traditionnels qui, eux, sont bien installés et qui ont des moyens financiers pour se faire entendre, pour acheter des passages à la télévision, puisque ça coûte extrêmement cher, qu'il n'y a pas véritablement de programme fait par les télévisions ou les radios pour permettre de donner la parole à l'ensemble des candidats. Il n'y a pas, par exemple, à la télévision de débat avec tous les candidats pour s'exprimer, échanger, comme on peut le voir dans d'autres cas. Donc, c'est vrai que la parole, pour une parole nouvelle de se faire entendre, eh ben, c'est plus compliqué parce que vous n'avez pas forcément les moyens en termes de surface, d'avoir accès aux médias et d'avoir les moyens sinon pour acheter des passages dans les différents médias et permettre de s'exprimer. Donc pour toutes ces raisons, je crois qu'effectivement de parler aujourd'hui de multiconfessionnalisme et de renouveau politique, c'est un sujet essentiel. Et comme Joseph n'est pas encore arrivé, je vous proposais de commencer par l'intervention de Nour, même si j'aurais préféré l'inverse, ça aurait été plus cohérent d'avoir d'abord un paysage général et après de venir à cette expérience particulière de Mouatinou, Mouatinat. Mais je crois qu'il faut quand même mieux qu'on commence. Et donc Nour, je vous avais la parole pour exprimer pourquoi vous avez adhéré à ce mouvement, qu'est-ce que ça représente, et comment vous voyez ce mouvement éventuellement se projeter, le vôtre, et ces mouvements dont je parlais de la société civile, qui sont ces nouveaux mouvements qui apparaissent sur la scène libanaise. Je vous remercie beaucoup, Madame Agnès, pour cette introduction qui facilite beaucoup la tâche déjà. Et je suis tout à fait d'accord avec vous que ça aurait été peut-être plus favorable de commencer avec ce paysage plus général. Certains diront plus objectif, peut-être aussi, puisque je ne parle pas en tant qu'observatrice, mais en tant que quelqu'un ayant une certaine, ou voulant avoir une certaine emprise sur le réel, une certaine volonté d'agir. Je voudrais aussi remercier les organisateurs de cette conférence, dont le thème, de cette rencontre, dont le thème s'inscrit complètement dans l'actualité mouvante et qui gagne en ampleur à chaque instant. En traitant ou en tentant de tenir un propos autour du renouveau politique au Liban,
autour du système multiconfessionnel. On est hanté, je suis hanté par deux démons, la naïveté et le cynisme. Non pas qu'ils soient nécessairement négatifs, péjoratifs en tant qu'attribut humain ou voilà, qu'adjectif, mais c'est juste qu'ils se révèlent tous les deux fondamentalement inefficaces, l'un tout à fait comme l'autre. Et comme je le répète, n'étant pas refusant d'emblée la stature d'un observateur intéressé, attentif à la société, mais passif par rapport à elle, et partant d'une position où il y a un réel désir, une réelle volonté et une réelle croyance sur la possibilité d'agir sur cette société, ces deux démons n'ont pas leur place. Et c'est pour cela qu'ils me hantent et hantent le travail. Fidèle à ma formation de juriste, je partirai dans le traitement du sujet à partir d'une problématique qui est savamment posée par les organisateurs de cette organisation, je vais la lire pour être plus fidèle. À l'aune des différentes crises qui ont secoué le pays, un renouveau politique est-il possible? Sous quelles conditions? Notre mouvement, citoyen et citoyenne dans un État, répond parfaitement à cette problématique, et donc je procéderai par disséquer un peu ces différents éléments. À l'aune des différentes crises, la situation actuelle ou la crise, les crises que nous avons vécues et les crises que nous allons sans doute vivre, ne sont pas les fruits du hasard, mais elles sont le résultat de décisions bien prises, de décisions qui datent antérieurement et qui nous ont menés jusqu'à cette situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Le système politique actuel multiconfessionnel est arrivé à bout de souffle et cela à tous les niveaux. Il ne peut plus fonctionner comme il est en train de le faire maintenant. Il ne fonctionne plus. Au niveau institutionnel, on peut certainement, certains citeront les blocages systématiques qui s'opèrent au sein des différentes institutions. Cependant, je pense que le problème est plus dangereux parce que les différentes institutions étatiques dont nous disposons n'en sont pas vraiment des institutions. Il s'agit plutôt d'enceintes dans lesquelles on retrouve des représentants de ces 5-6 chefs communautaires, Zarim, qui envoient leurs représentants, que ce soit au Parlement, que ce soit au Conseil des ministres. Et donc, ils envoient ces jetons-là dans une tentative artificielle de tromper, dans un semblant de légitimité, plutôt à l'extérieur, visant à l'extérieur, donc les autres États qui nous observent, plutôt que pour la situation interne, parce que personne n'est dupe à l'intérieur. Au niveau légal même, le système, depuis pas très longtemps, si personne n'a oublié le renouvellement unilatéral du Parlement, donc le système s'est même vu privé de ses propres références juridiques, donc de ses propres bases à partir desquelles il tire sa propre légitimité. Mais l'échec le plus important, le plus flagrant, c'est sans doute au niveau fonctionnel. C'est l'incapacité de cet État, ou de ce pouvoir, puisque l'État n'existe pas, de pourvoir aux services les plus basiques des citoyens. Un citoyen, aujourd'hui, ne peut pas vivre dignement de son travail. Il n'a comme option ou l'émigration, ou de chanter l'allégeance à un zaïm, de rentrer dans le système du clientélisme. Mais même cette situation, même ce dernier choix, ne permet plus les avantages qu'il permettait avant, à cause de la crise financière, à cause du blocage économique qui entoure le pays. Donc même le clientélisme aujourd'hui ne rapporte plus. Et les récentes manifestations des syndicats, qui sont pourtant retenus par les potentats du pouvoir, marquent l'effervescence de ces bases populaires du même système confessionnel. La perte d'efficacité du pouvoir n'est pas non plus automatique à cause de la situation géopolitique qui nous entoure.
Cette situation, bien sûr, elle est difficile, bien sûr, elle fait peser plus de poids sur la situation actuelle, mais elle révèle surtout l'incapacité de ce système à se positionner par rapport à cette situation et de s'y adapter. Donc cette perte d'efficacité traduit la perte de ressources propres de ce pouvoir. Elles peuvent être financières ou politiques. Dans les deux cas, on assiste à un épuisement de ces ressources. Donc, la persistance de ce système qui est en panne ne repose plus comme elle reposait avant sur les deux composantes qui sont la soumission interne due au désespoir, due au fameux cliché, ça a tout le temps été comme ça, le Liban est bâti sur les bases confessionnelles, l'histoire libanaise est bâtie pour préserver la minorité chrétienne. Donc, tous ces slogans-là qui font que l'individu se soumet et donc le système en panne ne peut plus seulement reposer non plus sur la reconnaissance internationale qui nous entoure ou dans le monde entier, qui pour des raisons ou pour d'autres estime que la légitimité donne une certaine légitimité à ce pouvoir ainsi mis en place. Donc face à tous ces échecs, à toutes ces défaillances, nous pouvons affirmer que le pouvoir politique aujourd'hui est dans une phase de transition qui sera elle-même ponctuée de plusieurs rendez-vous, de plusieurs événements, de plusieurs phases, mini-phases, et où, en fait, à ces dates clés-là, les choses peuvent changer. Et nous estimons que la conjoncture actuelle, malgré toute sa difficulté, est vraiment une chance où les choses peuvent changer. Puisque la difficulté crée une nécessité d'action, et que donc, l'action devient nécessairement possible. Je retourne à la problématique et je redéfinis en bon juriste le terme de renouveau. Alors, de quel renouveau s'agit-il? Dans l'effervescence de mouvements que Madame Agnès a mentionné, je reprendrai quelques slogans. Sha'ab yurid isqat al-nizam, le peuple veut la chute du régime, ou du régime, oui. Kellon yani kellon, tous c'est-à-dire tous. Badna wjouh jdida, nous voulons de nouveaux visages. Alors ces slogans, avec ces slogans qui ont repris qui ont existé à cause de différentes situations, de différentes conjonctures, certains influencés par les pays arabes voisins, d'autres à la fois, par exemple, surtout par rapport à la crise de déchets, à la crise Et maintenant, je disais dans le cadre des législations, des élections législatives. Et donc, avec ces slogans, revient la hantise de la naïveté. Bien que l'idée d'assimiler, en fait, je reprends, le fait d'assimiler, à mon sens, à notre sens, la lutte contre le pouvoir au Liban aujourd'hui, en tant que simple, de la pensée avec des termes simplement qui relèvent du champ lexical de la corruption, de la défaillance, est extrêmement restrictive. Le fait de penser que, et là je trahis ma démarche juridique, de penser que si on applique les articles 351 et suivants du Code pénal, qui lui définit ce qu'est la corruption, et qu'on se met à la recherche, à la mise en question personnelle, pénale des responsables, qui est une action tout à fait bienvenue, mais si on assimile la lutte actuelle à ces simples agissements, on tombe dans l'erreur et dans une pensée très réductrice. Déjà, bien que tout cela parte de bonnes intentions, on se rend compte rapidement que la lutte anticorruption devient rapidement une caisse de résonance vide de sens, employée par les détenteurs de ce pouvoir même, qui s'accusent mutuellement, qui rejettent la responsabilité d'une manière mutuelle, créant beaucoup de brouhaha, pour ne rien dire. Mais surtout, quand on pose la question, quand on élimine ce que nous n'entendons pas comme étant le renouveau, puisque là je n'ai pas défini qu'est-ce qu'on entend par renouveau, j'ai juste éliminé les définitions avec lesquelles on n'est pas entièrement d'accord.
Donc en éliminant cette définition, on place le discours là où on estime qu'il est vraiment. Et donc ça nous permet aussi de dire que cela ne veut pas dire que tous ceux qui font partie de ces partis politiques sont nécessairement corrompus, qu'il y a des gens bien dans ces mouvements-là, qu'ils peuvent vouloir le changement. Cela ne les rend pas pour autant l'incarnation de ce renouveau. Tout à fait comme l'idée des personnes dont l'attribut principal serait leur bas âge, l'attribut principal avec lequel on voudrait nous convaincre qu'il y aurait un changement, c'est juste le changement de la figure. Le problème aujourd'hui n'est pas un problème d'agissement individuel et séparé. Le problème, c'est dans la structure actuelle, confessionnelle, alimentée par ce système de clientélisme, ce système-là d'allégeance confessionnelle, qui ne peut avoir comme résultat que les comportements néfastes auxquels on insiste, que ces agissements-là, même si on met un saint dans une situation comme ça, le système fait en sorte qu'il ne peut agir que de cette manière. Donc le problème n'est pas un simple problème d'agissement personnel, mais c'est un problème d'une structure. Le pouvoir, donc ainsi structuré, nous oblige, pas nous oblige en tant que mouvement, mais oblige aujourd'hui le fonctionnement de la société sous cette forme tribale, sous cette forme clanique, oblige les gens à payer allégeance à ce fameux zaïm, lui monnayant ainsi la légitimité populaire, et zaïm qui devient lui-même le seul moyen exclusif de trouver un emploi, de vivre une vie digne, et qui ne fonctionne qu'avec le chantage de la guerre, qu'avec le chantage de crises identitaires totalement creuses. Donc, le renouveau pour nous, qui dit renouveau, qui dit changement, dit, ou phase transitoire, comme nous avons défini la situation actuelle, dit nécessairement une restructuration du pouvoir politique. Toutes les phases transitoires sont les phases dans lesquelles le pouvoir politique est repensé, et il ne s'agit pas de simples agencements de conflits individuels au sein de ce système qui est déjà établi. C'est pour cette raison que pour le mouvement citoyen et citoyenne dans un État, la restructuration devrait se faire autour d'un État laïque, démocratique, efficace et juste. Vous avez évoqué le fait que c'est peut-être un peu incompréhensible, j'ajoute que c'est même un peu attrayant, mais nécessaire. Et je profite donc pour un peu définir ce que nous entendons par ces termes-là. Donc, un État véritable, qui fonctionne vraiment avec des institutions véritables, démocratique. Non que la démocratie soit le terme magique qui va régler tous les maux. Mais la démocratie a cet atout de préserver la minorité qui est au pouvoir des abus auxquels elle pourrait être emmenée, et de pérenniser les acquis, les droits acquis au fil de l'évolution de l'histoire des populations, de l'histoire de la population qui vit sous ce régime-là. Juste, égalitaire, donc qui ne distingue pas entre ces citoyens, d'où le choix du terme citoyen. Donc, on n'est pas de simples ressortissants de communautés, on est des individus détenteurs de droits et de devoirs réels dans un système juridique là où on sait que les textes miroitent la réalité. Or, aujourd'hui au Liban, la réalité juridique ne se trouve malheureusement pas dans les textes juridiques. Et aussi cela à tous les niveaux, plus ou moins. Un État efficace, et nous entendons par là le fait que ce soit un État capable de mobiliser ses ressources matérielles et humaines au profit de la protection de ses citoyens face aux différents défis que la société se verrait imposer.
parce que les défis, les crises géopolitiques ne cessent pas dans l'histoire et ça existe. Et ça ne peut pas être un obstacle à tout changement, à toute idée de... On ne peut pas, sous le prétexte de survivre, refuser de vivre dignement ou de tenter d'acquérir ce droit-là. Et finalement, et surtout, un État laïque. Laïque, bien sûr, dans le sens, non pas dans le simple sens de la séparation du religieux du politique ou du pouvoir, mais dans le cas particulier du Liban, ça voudrait dire que ce sera un État qui n'a pas besoin de référence de légitimité autre que lui-même. Un État qui tire sa légitimité de son pouvoir de pourvoir aux besoins des citoyens qu'il gouverne. Donc c'est ce que nous entendons par le terme du mouvement et qui résumerait la solution tout à fait réelle, tout à fait ancrée dans la vérité politique et qui ne relève pas de simples aspirations impulsives. Et donc à partir de là, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse à propos de la société civile que vous avez évoquée et qui serait apparemment l'attribut, l'étiquetage positif qui se colle à tous les mouvements qui ne ressortent pas, à certains mouvements qui ne ressortent pas de ce système-là, qui ne relèvent pas de ce système. Donc bien que j'entends pourquoi on a recours à cette notion, pour les distinguer ces différents mouvements des autres, je pense quand même que ce n'est pas une locution très heureuse en général, qui ne devrait pas peut-être s'installer dans la réflexion libanaise aujourd'hui, et particulièrement qui ne s'applique pas à notre action. Alors, déjà, pourquoi je recule cette notion? Parce qu'elle n'est pas vraie, elle n'est pas juste, et surtout parce qu'elle n'est pas juste parce que notre action est dans son essence même politique. Et il n'y a rien de mal à vouloir agir politiquement, au contraire. L'action politique, c'est une action de service commun, on est motivé par la volonté d'agir. Donc, si les prédécesseurs ont entaché cette notion de connotation péjorative, de connotation de prestige, de connotation de pouvoir usurpateur, c'est leur faute à eux, mais ce n'est pas la notion en tant que telle qui est réfutable. Donc cette notion est erronée, et en plus elle vide notre action de son sens, parce que notre action, qui est essentiellement politique, c'est celle de briser justement ce système établi, de briser le quasi-monopole de représentativité que ces pouvoirs voudraient nous imposer. C'est d'estimer que, au sein des Libanais, il y a des gens qui ne se définissent pas en tant que ressortissants communautaires et qui ne souhaitent pas que les communautés interviennent en tant qu'intermédiaires entre l'individu et l'État. Et c'est ce qui s'est clarifié un peu. Je pourrais citer comme exemple les élections législatives, j'y reviendrai dans quelques instants. Mais juste, je termine sur l'action politique. J'estime aussi que notre action est essentiellement politique, et cela signifie que nous assumons la responsabilité de l'action que nous engageons. Et même si parfois les propositions ne sont pas attrayantes, ne sont pas très marketing, très publicitaires, mais la politique n'est pas la publicité, la politique n'est pas la charité, la politique c'est une responsabilité, c'est une volonté d'agir sur le réel en partant de l'ancrage, de la connaissance critique de ce réel. Pour revenir donc à l'exemple des élections législatives, je citerai bien le mouvement A, comme Mme Agnès l'a présenté, a participé dans ces élections-là à travers la liste de Koulouna Watani, qui était une alliance de ces regroupements alternatifs. Mais surtout aussi, j'aimerais citer l'exemple de la loi électorale proposée, imaginée par ce mouvement, qui est une idée qui se trace dans la trajectoire de la transition graduelle du système politique, d'un système confessionnel vers un système laïque, qui s'inscrit donc avec la constitution libanaise,
puisque le côté graduel est là, et avec la réalité de la réalité populaire, réalité sociale du Liban. Puisque certainement, les gens peuvent reprocher que réellement dans la réalité des choses, les Libanais ne veulent-ils pas vraiment être gouvernés par ce système-là, les Libanais ne se sentent-ils pas en premier lieu chrétiens, musulmans et peut-être après Libanais. Donc justement, l'idée c'est, à travers cette proposition électorale, alors nous assumons notre position, c'est non. Au moins, pas tous les Libanais ne se sentent nécessairement identitairement claniques au début, ensuite Libanais. Mais, allons plus loin, même si nous savons que peut-être dans la réalité, il y a des réalités confessionnelles, des réflexions confessionnelles chez les gens, et donc la loi que nous avions proposée, suivait cette évolution-là. Je vais essayer de la résumer. Alors, dans l'idée, le projet, c'était quoi? C'était les candidats en premier, ensuite les électeurs choisissent la base sur laquelle ils veulent être représentés. Donc, ou bien on passe par le système communautaire, ou bien on veut que la représentativité se fait à l'extérieur de ce système. Donc le candidat commence lui-même par choisir sur quelle base il se porte candidat. Le jour des élections, c'est le rôle et le tour des électeurs de faire ce choix-là. Ou bien ils votent dans l'urne dédiée à la représentation communautaire, ou bien ils votent dans l'urne dédiée à la représentation directe. Au moment du comptage des voix, deux comptages sont opérés. Maintenant que je sais le mot, je l'utilise tout le temps. Alors, en premier lieu, déjà de savoir la proportionnalité de ceux qui ont choisi le système direct et de ceux qui ont choisi le système communautaire, de représentativité communautaire. Et ensuite, donc à partir de ce comptage-là, établir proportionnellement les 128 sièges. Et ensuite, dans chaque catégorie, opérer la répartition qui se fait actuellement. Donc, admettons si le système communautaire, le système de représentativité communautaire accueillit ce qui proportionnellement vaudrait 100 sièges. Ces 100 sièges sont distribués, encore une fois, sur le même système qui fait que le Liban, aujourd'hui, fonctionne, entre guillemets. Donc, ce qui pourrait apaiser peut-être les gens du pouvoir aujourd'hui, que la guerre, entre guillemets, la bataille ne se fait pas entre les différentes communautés, mais plutôt, le jeu se fait à l'extérieur. Donc, là-bas, le vote extra-communautaire, le vote direct, est séparé de ce vote communautaire. Donc, la proposition, c'était en même temps un système d'élection, mais doublé d'un référendum, et qui permettrait donc à chaque élection de suivre l'évolution de cette proportionnalité. Combien de gens choisissent la base directe, combien de gens choisissent la base communautaire. En parlant des élections, donc, qui, comme vous l'avez dit, n'ont pas porté fruit excessif, qui, par une conjoncture particulière du système, dans la minorité de ces communautés, et pour plusieurs raisons, il y avait quand même un siège. Donc ces élections-là, qui sont souvent une étape de désespoir, rien ne changera, les Libanais ont reconduit le même système, c'est ce qu'ils veulent. Donc à partir de ce point-là, je reviens vers le fil conducteur de base, qui est cette idée de renouveau-là, pour dire que dans les phases transitoires, le renouveau ne se fait pas, ou très rarement, ne se fait pas de l'intérieur du système, mais il se fait à la marge du système. Et nous avons amplement conscience de cela. Et nous estimons quand même que le changement est possible, et nous en préciserons les conditions. Le mouvement de citoyens et citoyennes dans un État a pour but de structurer l'action politique pour
partir d'une connaissance critique du réel, agir sur les points faibles du système, de les mettre en relation, donc de mettre en relation cette connaissance critique avec ces points, avec ces articulations de faiblesse de ce système, à des moments historiques qui peuvent se transformer donc en situation de rupture et qui peuvent apporter le changement. De passion personnellement théâtrale, je vais faire une petite analogie avec le théâtre. Au théâtre, on parle souvent de l'événement. Ce point qui, dans le spectacle, dans l'histoire, change, qui fait changer le spectacle. Macbeth qui va tuer Duncan. À ce moment-là, l'événement est important, il est intéressant, son ampleur ne réside pas dans le fait de l'acte lui-même. Quand même si c'est extraordinaire que le roi d'Écosse meure, ce n'est pas ça l'importance de l'événement. L'événement est important parce qu'il va permettre à nos spectateurs de voir la dégradation vécue par ce personnage-là. Et donc, l'importance de l'événement, c'est cette séparation. La phase avant l'événement n'est pas la même après l'événement. Et donc, c'est à la manière de l'événement au théâtre que nous, dans Citoyens et Citoyennes dans un État, visualisons les ruptures qui peuvent advenir dans la société. Donc, les dites crises deviennent des possibilités de rupture. L'histoire n'a pas de fin subite, elle n'est pas temporelle, elle n'a pas de limite temporelle. Si une crise advient, ce n'est pas la fin du monde. Quand la crise advient, ça veut dire qu'il y aura une rupture, il y aura un changement dans la société, un changement dans les mécanismes qui s'opèrent, qui peut aller pour le bien ou pour le mal. Dans Citoyens et Citoyennes, nous œuvrons pour que ces moments de rupture, à travers ces moments de rupture, nous œuvrons pour que la phase de l'après-crise soit meilleure que la phase de l'avant-crise. Si dans le théâtre, le metteur en scène, le dramaturge choisit lui-même l'événement, il choisit de comment disséquer le spectacle, de comment articuler les séquences, les événements dans la vie réelle politique sont rarement choisis. Ça arrive qu'ils le soient, mais donc elles sont rares, ces moments-là sont rarement choisis, mais nous pouvons quand même les prévenir, les prévoir plutôt, et agir et non pas simplement les subir. La réalité politique que j'ai essayé un peu de peindre, ou de peindre notre vision de cette réalité communautaire, est couplée ou repose sur un système économique néfaste, auto-épuisable, qui est arrivé lui aussi à bout de souffle, qui est épuisé, et dont l'épuisement en fait ne devrait surprendre personne, un épuisement qui peut être, qui a été même vu depuis de longues années. Il n'échappe à personne aujourd'hui que la situation financière et économique au Liban est, pour dire le moins, alarmante. Sauf qu'il y a 6 mois, le mouvement avait lancé un appel aux acteurs économiques et politiques qu'il avait identifiés en 3 catégories. En premier lieu, les opérateurs financiers et banquiers. En deuxième lieu, les chefs communautaires. En troisième lieu, les forces étrangères qui, pour une raison ou pour une autre, se sentent concernées par la situation au Liban. Un appel qui visait la distribution juste, pertinente, rationnelle des pertes et des risques qui va advenir. Un appel qui vise la préparation de la phase anti-crise, avant-crise, avant l'événement. Donc, pour ne pas arriver à bout de souffle, donc essayer déjà tenter d'éviter la crise, mais au cas où elle arrive, être préparé, avoir mobilisé ses ressources humaines, financières, les maigres productions qu'on a, les maigres capacités qu'on a quand même, comment pouvoir les mobiliser pour faire face mieux à la crise et surtout, comment répartir les pertes qui adviendront de manière à préserver une société fonctionnelle
qui pourrait sortir de ce suivisme-là et être plus indépendante, et politiquement et économiquement. Alors, donc, dans cette situation, la crise n'est pas encore advenue complètement, elle s'installe petit à petit. Malgré ces tensions qui existent, elles sont révélatrices, en fait, encore une fois, de l'incapacité de ce système de gérer la situation, de la prévenir, d'assumer ses propres responsabilités. Nous appelions à se préoccuper de ce qui resterait, de ce dont nous hériterions dans le cadre de la crise après la crise, puisque toute crise a une fin, puisque la crise ne perdure pas, puisque la crise n'est pas la fin du monde. Et donc, tout le chantage qu'on avait entendu, il faut rester avec ces gens-là, sinon c'est la crise. D'accord, c'est la crise, mais qu'est-ce que la crise? Donc, la crise, quand elle arrive, elle va arriver. Ou bien, surtout qu'on n'est plus dans une situation où ils sont maîtres de la situation. Donc, la situation leur échappe, et leur sera imposée, nous le sera aussi. Donc c'est ce que nous entendions par la distribution rationnelle et volontaire des charges, des risques et des pertes. Et donc cette crise-là n'a pas été, la période avant crise n'a pas été préparée. Tout ce qu'il y a eu, c'est des manigances, d'acheter du temps, d'ajourner. Donc cet ajournement, est-ce qu'il est heureux, est-ce qu'il est malheureux? On ne sait pas finalement, est-ce que c'est une malédiction ou c'est un miracle? Parce que tout ce qui fait, c'est le fait d'ajourner la crise ne fait que faire peser encore plus lourdes les conséquences, surtout que le temps qu'on achète, que ces gens-là achètent, ils l'achètent pour soi, et non dans une optique d'une meilleure gestion de ce temps-là, le temps entendu comme une ressource parmi les différentes ressources. Au contraire, d'ailleurs, même les différentes manigances actuelles auxquelles on assiste, maintenant qu'ils ont saisi que la crise n'est pas simplement les slogans qu'on répète, ça a toujours été le cas, toujours la situation économique est comme ça, et que nous, en fait, quand on fait un appel, ce n'est pas par rapport à un bois vide de sens, mais c'est par rapport à notre connaissance critique du réel. Et donc, ayant pu constituer leur gouvernement, ayant la crise ne pouvant plus être cachée même pour le plus dur, ce qu'ils font, c'est des manigances pour tenter de s'accaparer les quelques services encore rentables dans l'État qui peut disposer de ressources en dollars. Bien sûr. Alors, je vais conclure. Beaucoup de temps. Alors, je choisis l'idée finale. D'accord, je finis sur le point de l'actualité qui est maintenant, c'est les différents appels, les différentes évocations de l'abaissement des salaires des fonctionnaires. Et même donc ça, c'est une imposition de fait de la répartition des pertes et des charges qui n'est ni équitable, qui n'est pas juste. Et les luttes, les manifestations que l'on voit, auxquelles on assiste, les manifestations populaires ne sont pas des manifestations contre, et des manifestations pour des demandes de groupe ou sociales, c'est une lutte, une confrontation directe avec ce système. Parce que ce système, comme il est aujourd'hui, ne peut pas assurer le salut. C'est le système là, donc, qui est défaillant, on l'a vu. Mais j'aimerais juste conclure sur l'idée qu'il paraissait peut-être en étant un mur infranchissable, un mur de béton armé. Mais en réalité, ce n'est qu'un assemblage de cailloux, de petits cailloux vieillissants. Et on a la chance, à travers ces différentes crises, de le déstabiliser et de reconstruire à la place un État laïque, démocratique, juste et équitable et efficace. Merci beaucoup. Pouvoir poser des questions.
Merci beaucoup, c'était une très belle présentation du Liban. Je voudrais vous parler d'une communauté en particulier, la communauté chiite, à travers le Hezbollah. Certains disent souvent que le Hezbollah constitue une grande société ou que c'est un État dans l'État, que l'État libanais, même si pour vous il n'existe pas ou il est très peu présent, l'État libanais s'est déchargé de sa fonction, qui est une fonction régalienne, la défense de son territoire, notamment au sud du Liban, avec la résistance islamique libanaise et le Hezbollah. Est-ce que vous pensez que tant que le Hezbollah ne sera pas désarmé, on ne pourra pas avoir l'édification d'un État souverain qui puisse être capable de s'extraire des intérêts privés et catégoriels de chaque communauté? Ou est-ce que le Hezbollah et ses armes sont en vérité pas vraiment un problème, et que le problème est beaucoup plus large que ça, et il est celui dont vous avez parlé, de chaque communauté qui a une partie du pouvoir et que personne ne voudra lâcher ça? Donc au final, les armes du Hezbollah ne sont pas un problème à l'émergence d'un État ou d'un autre État et d'un autre système. Merci pour votre question. C'est vrai que peut-être l'exemple du Hezbollah vu de l'extérieur, c'est l'exemple le plus frappant, parce que comme vous l'avez dit, c'est une compétence particulièrement étatique, celle de défense de son propre territoire, celle qui briserait le monopole de la force étatique. Mais l'État ne s'est pas seulement dessaisi de ces compétences-là, de cette compétence particulière. L'État a une faille dans tous les domaines. Par exemple, nous pensons qu'effectivement, alors, bien sûr que l'État auquel on aspire serait un État capable lui-même de défendre son territoire, de défendre son existence par rapport aux dangers qui l'entourent. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que, par exemple, la crise des déchets, la possibilité pour l'État libanais de récupérer, de se décider aux formes du gouvernement entre eux, qui va vers comment répartir la situation, pour qui va tirer profit de la situation-là, le blocage qu'on a eu avec un système, avec un problème aussi urgent, avec couplé de manifestations qui ont accompagné cet événement-là. Est-ce que cette situation-là, vraiment, la crise, que ce soit les partisans du Hezbollah, parce que j'aimerais ne pas assimiler les chiites au Hezbollah nécessairement, parce qu'on peut être chiite et ne pas se sentir appartenant, comme on peut être d'autres communautés et sentir qu'on a des rapprochements idéologiques avec ce parti politique libanais. Donc c'est pour cela que je refuserai cette assimilation. Donc, est-ce que cette crise particulière a pour cause, par exemple, ou que ferait l'armement du Hezbollah? Pourquoi l'État avait failli à répondre à son obligation dans cette situation aussi simple, qui ne relève pas de crise identitaire, qui ne relève pas de crise contre l'ennemi israélien, qui ne relève pas qui touche tous les Libanais, qui touche la santé directe de tous les Libanais. Donc, oui, en effet, la défaillance de l'État libanais est beaucoup plus large. La défaillance, l'inexistence de l'État et ce rassemblement, son dessaisissement au profit de ces quelques chefs communautaires, d'ailleurs, c'est ce qui a permis déjà l'existence de Hezbollah dans le cadre de la guerre civile libanaise et s'inscrit dans le cadre beaucoup plus général de l'absence étatique libanaise aujourd'hui. Et bien sûr qu'au moment où l'État est démocratique, légitime, capable, bien sûr que l'armement sera celui de l'État. Mais est-ce que le problème actuellement, c'est ça? Nous ne le pensons pas. Bonsoir à tous. J'ai une petite question pour Nour. J'ai écouté attentivement votre présentation du mouvement politique dans lequel vous faites partie, qui est super intéressant, qui est dans la même lignée que d'autres mouvements qui se sont initiés lors des dernières élections municipales, comme Beyrouth Madinati, et plusieurs mouvements contestataires par rapport à la crise des déchets, etc. Alors, la première impression que j'ai eue, c'est qu'il y a une certaine déconnexion de la réalité politique libanaise qu'on peut percevoir chez
beaucoup de mouvements jeunes au Liban, que j'aimerais bien que vous développiez un petit peu. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est en fait dans quelle mesure votre mouvement et vos aspirations s'installent et se placent avec la réalité et le contexte sociopolitique libanais. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour votre question qui met encore une fois le point. Je l'ai peut-être répété, je ne l'ai pas peut-être assez explicité, l'idée selon laquelle toute notre action ne se base que sur la connaissance du réel. Pour essayer d'illustrer, donc, c'est dans ce cadre-là que, par exemple, notre participation aux élections, c'était pourquoi? C'était pour tenter de kidnapper ce carnaval entamé par les détenteurs de ce pouvoir, parce qu'ils avaient besoin, pour des semblants de légitimité, arriver à un moment où il fallait donc changer. Mais je m'intéresserai plus particulièrement à la crise financière. L'appel lancé à ces trois catégories d'opérateurs, c'était un appel public, mais adressé à ces opérateurs, nécessairement un appel donc, qui a été suivi par une rencontre avec ceux qui ont répondu à l'appel, notamment le président de la Banque centrale, notamment des ambassades particulières, mais aussi le président du Parlement. Actuellement, notre idée c'est quoi? C'est qu'à chaque moment, puisque nous considérons que nous sommes dans cette phase transitoire, et que donc l'actualité elle est mouvante, et que donc à chaque moment des choses changent, des éléments adviennent dans cette réalité. L'objectif c'est d'essayer d'agir particulièrement sur ce qui arrive. Et donc actuellement, puisque l'appel que nous avions lancé, nous avions un pari que finalement, qui s'était alarmé au début, c'était les opérateurs financiers et les forces étrangères, qui étaient plus lucides peut-être que les chefs communautaires, encore un peu ivres des résultats excellents de législation, et donc déconnectés de la réalité, pour leur part. Donc les opérateurs financiers, ce sont eux qui ont répondu en premier à notre appel. Mais sauf que la détention du pouvoir aujourd'hui, pour prévenir la crise financière, ce n'est pas une consultation économique dont il nous faut, mais c'est un projet politique, et donc qui ne peut revenir finalement que de ceux qui détiennent le pouvoir aujourd'hui. Vu que nous avions parié qu'il y aurait parmi ces gens-là certaines personnes qui voudraient essayer de planifier cette phase-là. Puisque un échec, on peut dire, a été rencontré face à cet appel-là, actuellement, par exemple, notre objectif, c'est d'agir avec les syndicats, avec les ordres, pour préserver leur caisse d'épargne, puisque ce sont des ordres qui touchent donc finalement la société dans son ensemble, que ce soit sans entrer dans les nominations, mais les différents ordres et syndicats. Donc, si on préserve leur caisse au cas où une crise advient, comment faire pour que toutes les sommes qu'ils détiennent soient prioritaires, que les banques soient solvables envers eux. Donc là, je donne un exemple, comment pratiquement, qu'est-ce qu'on fait. Donc, on est dans cette optique-là, et ça correspond en même temps à notre projet de voir dans la population libanaise des citoyens et des citoyennes, parce que ces syndicats-là protègent des gens de toutes les communautés, de toutes les classes sociales plus ou moins. Et donc, en même temps, on agit sur le réel, mais à partir de notre position. J'espère avoir répondu. Je pense que ce qui ressort de ce que dit nous, c'est aussi cette dimension extrêmement politique, à la différence de certains mouvements comme le Beyrouth Madinati, qui est avant tout un mouvement, ce qu'on appelle la société civile. Alors, reste à déterminer ce qu'on entend par société civile. Mais c'est vrai qu'il y a eu l'émergence de quelques mouvements qui, finalement, mettent de côté le politique, qui ne veulent pas trop toucher au politique, mais qui sont des mouvements de la société civile qui se concentrent sur des problèmes très précis, en particulier la question des ordures, où là, on a vu concrètement des organisations vouloir essayer de trouver des solutions à cette question précise. Ce qui est différent de ce que je comprends dans Mouettinou Mouettinat, c'est que c'est avant tout un mouvement politique qui
veut apporter des réponses politiques à une situation qui est complètement bloquée. Vous savez qu'au Liban, il n'y a pas de budget depuis des années. Les budgets ne sont pas votés depuis des années et des années. Il y a des dépenses qui sont engagées, qui sont décidées en Conseil des ministres, sans qu'il y ait la moindre réflexion sur comment financer les décisions qui sont prises. Et donc, on a une dette au Liban qui augmente à l'infini, sans qu'à aucun moment, le gouvernement arrive à se mettre d'accord pour se dire, bon, il y a un budget, et on respecte le budget. Comme il n'y a pas de budget, tout le monde fait tout et n'importe quoi. Donc là, ce mouvement dit, il faut avant tout un budget, mais pas simplement un budget pour l'année à venir, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce qui s'est passé dans les années précédentes, puisque ça, c'est quelque chose que le citoyen, à terme, sera bien obligé de payer un jour ou l'autre. Parce qu'une dette, il y a un moment, il faut bien la payer. Donc, ce que je comprends, moi, de ce mouvement, c'est qu'il est avant tout politique, à la différence de beaucoup d'organisations qui se revendiquent avant tout de la société civile et qui essayent, et on peut très bien comprendre pourquoi, d'améliorer les conditions de vie dans un environnement particulier. Comment essayer, dans ce contexte tel qu'on l'a décrit, d'absence d'État, d'un État défaillant qui n'arrive pas à apporter les services de base que le citoyen est en mesure d'avoir, dans un contexte régional quand même extrêmement chaotique. Donc on voit certaines organisations qui essaient de dire comment préserver un petit endroit où on va essayer de vivre à peu près correctement et en faisant de manière abstraction du reste, parce que tout est tellement compliqué, et si on s'attaque à cet ensemble, c'est une espèce de montagne qu'on ne pourra pas gravir. Donc, et là, il y a une vraie différence dans la façon d'aborder les choses entre Mouattine et Mouattinat qui a une réflexion politique, économique, comment on gère l'ensemble, sans vouloir faire une révolution, en sachant que ce n'est pas réaliste, mais plutôt l'idée de, il y a telle faiblesse à tel endroit, ben on va essayer d'aller voir là, et puis d'avoir du coup une possibilité de faire bouger des choses, et puis s'il y a un autre endroit, il y a une faiblesse, et ben on va aller voir, et on va essayer petit à petit, par touche, en fonction de ces éléments de faiblesse, d'arriver, de proposer une solution pour faire en sorte que le système, non pas qu'il s'écroule, c'est pas ça du tout, je crois, l'objectif, à moins que j'ai mal compris, mais d'essayer de faire en sorte de petit à petit arriver et à montrer et à donner la possibilité, finalement, de se dire qu'il y a autre chose de possible. Ça va être long, mais il y a autre chose de possible, et ce système dans lequel on est n'est pas immuable, n'est pas une espèce de truc auquel on est contraint, quoi qu'il arrive, comme on entend beaucoup. De toute façon, ça ne changera pas, ça ne peut pas changer, et c'est comme ça depuis tellement d'années, et de toute façon, c'est tellement compliqué que ça ne pourra pas changer. Là, l'idée, c'est de dire, on va essayer, on propose, et petit à petit, des choses peuvent bouger pour faire en sorte que l'État, on revient sur cette idée, qu'il y ait un État, et qu'un État, il sert à quoi avant tout? Eh bien, à donner aux citoyens ce dont il a besoin. Et ça, on reviendra à la question de du contrôle du territoire, des frontières. Si vous avez un vrai État avec une armée, l'armée libanaise existe, c'est un des seuls corps finalement qui se maintient à peu près, mais si vous avez un vrai État qui est capable de dire des choses concrètes et de donner des orientations concrètes à une armée, à ce moment-là, la question du désarmement du Hezbollah se posera évidemment, et cette question devra être affrontée et non pas contournée, comme ça peut l'être aujourd'hui, parce que vous aurez un État qui dira, moi, ma souveraineté, ça passe par, évidemment, le désarmement du Hezbollah, qui est la seule milice, comme vous le savez aujourd'hui, qui continue à avoir ses armes, parce que le Hezbollah est suffisamment fort aujourd'hui pour dire je les garde, et parce que eux aussi, ça pose la question d'Israël, qui devra être aussi une question qui devra être abordée dans un contexte régional. Est-ce qu'il y a éventuellement encore une... Oui. Bonjour. En tant que novice sur la question, je connaissais absolument pas le mouvement, et je connais pas beaucoup les mouvements nouveaux qui ont émergé ces dernières années au Liban. Je me suis juste posé une question, c'est qui êtes-vous? C'est-à-dire, vous nous avez dit ce que vous vouliez, ce que vous pensiez, mais qui sont les gens qui participent à ce mouvement en dehors de vous? Quels sont les... Y a-t-il des leaders à ce mouvement? Et y a-t-il des soutiens à ce mouvement qui ne seraient pas visibles, mais qui seraient importants pour que ce mouvement puisse exister?
Et du coup, par rapport à ce que vous avez pu développer, est-ce qu'il y a des gens au sein de votre mouvement qui sont ce qu'on pourrait appeler politiquement des transfuges du système? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent de ce système, qui rejoignent le mouvement, et avec quelle intention du coup? Alors, je commencerai par répondre qui nous sommes. Nous sommes des citoyens et des citoyennes dans un État. Non pas parce que c'est le titre, mais c'est parce que c'est comment on se définit. Mais j'entends qu'on nous pose la question, est-ce qu'il y a un leader? Est-ce qu'il y a une personnalité à laquelle vous vous rattachez? Ou est-ce que... Ou bien, si on ne nous la pose pas directement, je sais qu'on pourrait définir, qu'on entendrait, c'est le groupe du tel, d'un tel. Sauf qu'on ne se définit pas comme ça. Alors, maintenant pour répondre à votre question comme vous voulez que je réponde. Je ne suis pas sûre de pouvoir. Si, alors vous avez disséqué, donc déjà, notre secrétaire général s'appelle Charbel Nahas, qui est un ancien ministre du Travail et des Télécommunications, et donc, qui, à la base, qui est ingénieur, qui a un doctorat en anthropologie, qui est aussi économiste et économe dans sa culture. Donc, si vous voulez, ça c'est la personne, donc le secrétaire général en tant que... c'est la fonction qu'il assume dans le parti. Voilà, puisqu'il était ancien ministre, c'est vrai que on a eu face, on entend parfois, j'entends personnellement de mes proches, mais c'est quelqu'un qui a été dans le système, donc voilà, où j'entends des rumeurs qu'il voulait faire ça, il voulait faire... Donc bref, on risque, ou parfois la société civile refuse de s'allier avec le mouvement, parfois à cause de cette idée de transfuge, ou de cette idée que cette personne était dans le système. Comme l'a relevé Mme Agnès, l'objectif est toujours le même, c'est de transformer ce qui existe aujourd'hui, la société. L'objectif, c'est de préserver une société fonctionnelle, une société qui ne fonctionne pas sous ce système massif d'émigration et d'immigration qui déstructure les rapports sociaux. Donc, en tant que ministre, il avait agi dans les deux domaines, dans cette optique-là, et arrivé à un moment où, en défendant un certain dossier où il n'avait plus de soutien, donc où il ne pouvait plus faire ce que lui, il était convaincu de faire, qu'il avait démissionné, donc il n'est plus dans le système, comme vous dites. Donc voilà, si vous voulez une présentation comme ça. Et je réponds que pour les ressources, alors les partis politiques au Liban, c'est une association, donc on est financé par les cotisations que nous payons dans le parti. Nous ne bénéficions pas d'autres ressources ou d'autres... Je crois que vous arrêtez là et je voudrais vraiment d'abord remercier Nour d'être venu et surtout de demander toutes nos excuses parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé avec les appareils qui devaient venir. Donc désolé puisque le panel n'était pas complet. Je ne voudrais pas que vous ayez eu le sentiment du coup que ça a été un meeting politique, c'était absolument pas l'objectif, enfin, vraiment. Même si c'était une belle occasion pour nous, la nouvelle génération, et ça je trouve c'est formidable qu'on voit des jeunes Libanais, Libanaises qui ont envie de s'engager dans la politique, peut-être d'une façon différente. Ce n'était pas l'objectif de cette rencontre, où on voulait avoir une confrontation, une discussion avec un politologue. Alors j'ai essayé un tout petit peu de jouer ce rôle, mais ce n'était pas ainsi que c'était prévu, donc nous en sommes absolument désolés. Mais écoutez, je crois quand même que vous avez entendu sûrement une voix, en tous les cas, qu'on n'entend pas tous les jours, qui est une voix nouvelle. Et j'insiste, de voir la jeune génération vouloir faire des choses, être engagée, je pense que c'est quand même tout à fait formidable. Et j'espère pour vous quand même intéressant. Merci.